Donc demain, nouvelle journée, c'est l'acte 6 d'action contre cette fameuse réforme des retraites. Vous avez signé une grande tribune dans le JDD hier dans laquelle vous dites que la France, non, ce n'est pas l'irréductible gaulois qu'on veut bien nous présenter en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un argument qui est souvent utilisé par Emmanuel Macron, qui consiste à dire il faut allonger l'âge de départ à la retraite parce que l'ensemble des États européens l'ont fait. D'abord, c'est faux de penser qu'en France, on part nécessairement plus tôt à la retraite. En moyenne, quand on a commencé à travailler à 22 ans, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens, on part en moyenne en France à 64,5 ans, alors que c'est 63,9 ans dans le reste de l'Union européenne. Et puis surtout, si on compare la France avec les autres États européens, s'il y a bien une singularité française, c'est que le taux de pauvreté est plus faible chez les seniors. C'est 10,1%, contrairement au reste de l'Union européenne, où c'est beaucoup plus élevé, et la France est le deuxième pays où le taux de pauvreté est le plus faible. Et c'est bien ce modèle qu'il s'agit de préserver. Et donc c'est pour ça que la mobilisation de demain, elle revêt un caractère historique. Elle revêt un caractère historique parce que, moi j'ai 33 ans, c'est sans doute la plus grande mobilisation que je vais connaître de mon existence, que la France va connaître des dernières décennies. Alors ça c'est ce que vous espérez. C'est ce que j'espère, mais si on cumule déjà les millions de personnes qui ont déjà défilé, on est déjà dans un mouvement qui est historique. Et ce que nous apprend l'histoire des mouvements sociaux, c'est d'ailleurs ce que disait Ambroise Croizat, l'inventeur de la sécurité sociale, c'est qu'il n'y a pas d'acquis sociaux, il n'y a que des conquis sociaux. C'est parce qu'il y a eu des grandes mobilisations en 1936 qu'il y a eu la semaine de 40 heures de travail et les 2 premières semaines de congés payés. C'est parce qu'il y a eu 10 millions de gens en 1968 qu'il y a eu les accords de Grenelle et l'augmentation du SMIC de 35%. En 1995, il y a eu 3 semaines de conflit social et 3 semaines de grève reconductible qui ont permis de faire reculer Alain Juppé. Les premières manifestations que j'ai fait, moi, c'était en 2006. Ça avait été promulgué, le contrat première embauche, et à ce moment-là, le gouvernement a reculé. Donc c'est l'enjeu de demain, c'est de se donner les moyens d'avoir une mobilisation qui est la plus forte possible et qui est l'écho aussi d'énormément de revendications dans la population, mais je vais dire même du côté des PME. Parce qu'on a lancé une mobilisation du côté des PME où on va les voir avec un petit écriteau commerçant contre la retraite à 64 ans, et beaucoup disent mais moi je ne me vois pas demander à mon boulanger, à mon serveur de travailler jusqu'à 64 ans. Sauf ce détail presse, Ambroise Paré, paix à son âme, qu'est-ce qu'aurait dit Ambroise Paré d'un État endetté à quasiment... Ambroise Croizat, pardon, Ambroise Croizat, excusez-moi, oui. Qu'est-ce qu'aurait dit Ambroise Croizat d'un pays endetté à 3 000 milliards d'euros quand même? Ça reste... Alors, c'est des chiffres qui, dans l'absolu, ne veulent absolument rien dire. De ce point de vue-là, tous les pays que vous citez doivent-ils prendre exemple sur nous? Si vous intéressez du coup à la politique monétaire, c'est assez intéressant. La Banque Centrale Européenne a tenu une réunion, et les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne ont très clairement pointé du doigt la responsabilité que jouaient les surprofits, l'inflation des profits dans l'inflation des prix qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc l'économie, c'est toujours une question de là où vous vous situez. Et si vous parlez de déficit en matière de notre système de retraite, en réalité, ce dont on parle, c'est un déficit qui est hypothétique de 12 milliards d'euros. À l'heure actuelle, il est à l'équilibre et qui dépend du partage de la valeur ajoutée. Je vous ai amené un graphique parce que je trouve qu'il est assez parlant. Je ne sais pas si on le voit bien à l'antenne. On le voit. Voilà. C'est l'évolution du partage de la valeur ajoutée. Donc les richesses qui ont été produites dans notre pays, la part qui est redistribuée aux salariés. Et donc vous voyez là ici, il y a une énorme chute dans les années 80 qui n'a jamais été rattrapée. C'est une baisse de plus de 10 points du partage des salaires, de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Et à chaque fois que les salaires ont baissé dans la valeur ajoutée, eh bien c'est aussi des cotisations sociales qui ont baissé. Parce que si vous êtes une entreprise et que vous faites le choix de verser 100 euros de salaire ou 100 euros en dividende, eh bien si c'est 100 euros de salaire, vous allez avoir, pour l'équivalent d'un salaire moyen, vous allez avoir près de 40 euros de cotisation, alors qu'en dividende, vous allez avoir seulement 17 euros de cotisation qui vont être payés. Et donc, à chaque fois que vous baissez la part des salaires dans la valeur ajoutée, systématiquement, vous baissez la contribution à notre système de protection sociale. Et donc, pour revenir à ce fameux déficit hypothétique, si dans mon graphique, on remontait que seulement de 2 points la part des salaires dans la valeur ajoutée, donc on est encore loin de l'équilibre dans les années 80, eh bien ces fameux 12 milliards seraient comblés par le surplus. Manon Aubry, est-ce qu'en miroir à ce graphique sur la baisse du partage de la valeur ajoutée, vous avez amené le graphique de la baisse de la productivité en France? En l'occurrence, je pourrais tout à fait, puisque la productivité a été multipliée par 3 depuis les années 80 pour l'équivalent d'une heure de travail. C'est normal, notre travail est de plus en plus efficace aussi au gré des avancées technologiques. Et donc c'est bien la question qui est posée. Notre
pays produit davantage de richesses, comment ces richesses sont partagées. Et pour moi, c'est tout l'enjeu du débat que l'on est en train d'avoir à l'heure actuelle, qui est un débat évidemment sur un modèle de société, le rôle de nos personnes âgées, de nos seniors qui, quand on était gamin, vous, nous, moi, nous tous, nos grands-parents qui nous ont appris à marcher, etc. Mais c'est aussi un débat économique qui, je trouve, est passionnant sur comment on partage les richesses qui sont produites dans notre pays. Et foncièrement, de plus en plus, cette valeur ajoutée a été distribuée en dividendes aux actionnaires. Pour poser cette question, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais dernière question, oui, malheureusement, mais dernière question. Ce sont des chiffres économiques. Puisque vous parliez des seniors, vous avez vu que le Sénat a voté aujourd'hui un CDI senior qui exonère le patron de toute charge de cotisation. Il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Ça tiendra peut-être pas lors du retour à l'Assemblée, mais est-ce que vous dites qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce qu'ont voté les députés, les sénateurs? Dans le débat qui est posé par les sénateurs LR, qui est assez intéressant, c'est la question de l'employabilité des seniors. Donc si vous repoussez l'âge de départ à la retraite, mais que vous avez 4 personnes sur 10 qui a plus de 62 ans, qui est déjà plus dans le marché de l'emploi. Il y a 30% des plus de 60 ans qui travaillent en France aujourd'hui. Souvent, ils travaillent après 62 ans parce qu'ils veulent cotiser davantage, parce que leur salaire et leur retraite va être une retraite de misère. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils continuent à bosser. Mais singulièrement, à l'inverse, vous avez énormément de personnes qui ont plus de 60 ans, qui devraient encore, dans le système actuel, être en train de travailler, entre 60 et 62 ans, et qui ne trouvent plus de travail. Et donc, c'est toute la question qui est posée aussi aujourd'hui, avec ce fameux index senior qui est l'article 2 de la réforme des retraites, soit dit en passant, lequel article 2 a mis autant de temps d'examen au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Non, mais moi je vous pose la question sur le contrat senior. En fait, la difficulté, c'est dans quelle mesure on va s'assurer de mettre une contrainte sur les entreprises pour que les entreprises, elles aient intérêt ou elles soient obligées. C'est de l'incitation, là. Eh bien, l'incitation, on sait, vous et moi, que c'est pas suffisant. Et je vais être honnête avec vous, j'en veux pas aux entreprises. Pour une entreprise, c'est beaucoup plus simple d'embaucher un junior qui coûte beaucoup moins cher, puisque c'est un début de carrière, qui est a fortiori plus malléable qu'un senior qui a beaucoup d'expérience. Et la question à se poser, c'est pas est-ce que c'est normal ou pas que les entreprises le fassent, c'est des logiques économiques. Et comment on renverse cette logique économique. Et le coup de l'incitation du fameux Bruno Le Maire demande dont il a coutume, on voit qu'économiquement ça ne marche pas. Et de nouveau, j'en fais pas le procès aux entreprises. Je me pose la question, plutôt qu'on transfère d'une caisse de protection sociale à l'autre, on s'assure que les gens qui sont en âge de partir à la retraite, c'est-à-dire à 60 ans, ils puissent partir à la retraite, parce qu'à la fin, en fait, faire travailler les gens plus tard s'ils n'ont pas d'emploi, ça coûte plus cher à tout le monde. Merci Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise.